et je ne pense pas déborder de l'heure et demie, sous réserve d'un certain nombre de facteurs, mais grosso modo, ça devrait être à peu près dans l'heure et demie. Ok. Le juge président, parfait. Je pars donc du principe que vous terminerez aujourd'hui et nous pourrons passer la parole à l'équipe Blégoudet demain. Très bien, Maître Altit, merci, à vous la parole. Bonjour à nouveau, monsieur le témoin. Je vous en prie, monsieur l'avocat. Alors, nous allons continuer. Je voudrais vous poser quelques questions rapides sur l'incident que vous nous avez décrit. À l'occasion des élections de 2010. Alors, vous nous avez dit, que l'on soit bien d'accord, vous nous avez dit que vous trouviez soit dans le bureau de vote, je ne suis pas sûr d'avoir compris, soit juste à l'extérieur du bureau de vote, quand vous avez vu arriver le commandant Kipré avec je crois que vous avez dit 18 soldats, est-ce que c'est ça? Bon, je n'ai pas donné de chiffres. J'ai dit l'effectif peut être au-delà de 10, mais moins de 20. Moins de? Moins de 20, mais ils étaient dans un véhicule de 18 places. Voilà. Sinon, je n'ai pas donné un nombre exact des éléments qui sont arrivés. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez me préciser où vous étiez? C'est-à-dire, étiez-vous à l'intérieur de l'endroit où l'on vote, dans la salle de vote, ou bien à l'extérieur? J'étais dans la cour. C'est une école primaire. J'étais dans la cour de l'école. D'accord. Donc, en réalité, l'incident dont vous parlez, c'est-à-dire que tout ou partie de ces soldats qui auraient refusé de mettre leurs doigts dans l'encre, vous n'y avez pas assisté, c'est bien ça? Non, je n'étais pas dans la salle, mais les personnes qui sont responsables de la surveillance de la salle, c'est-à-dire les représentants des candidats dans le bureau de vote, là, c'est eux qui sont sortis avec la plainte que non, les militaires, là, ils ont voté, ils n'ont pas mis leurs doigts dans l'encre. C'est comme ça que moi, je suis. Sinon, je n'étais pas dans le bureau de vote. D'accord. Donc vous nous répétez ce que quelqu'un vous a dit, mais vous-même, vous n'avez pas assisté à l'incident et vous ne pouvez pas affirmer que certains n'ont pas mis leurs doigts dans l'encre ou que d'autres l'ont mis. Enfin bref, vous répétez simplement ce qu'on vous a dit, c'est bien ça? Non, je vous dis bien que je suis dans la cour de l'école où les bureaux de vote sont installés dans les différentes classes. Voilà. Et ce groupe de militaires, quand ils sont arrivés, ils sont allés dans une classe. Et c'est de là-bas maintenant, un représentant de l'autre candidat est sorti pour se plaindre que non, ceux-là, ils ont voté, mais ils n'ont pas mis leurs doigts dans l'encre. Voilà. D'accord. Mais seul un représentant s'est plaint et pas les autres représentants, c'est ça? Oui, mais à cette époque, il y avait 2 candidats en face. D'accord. Donc c'est parce qu'il s'est plaint à la cantonade que vous êtes capable de nous raconter l'histoire aujourd'hui, c'est ça? Mais je vous dis bien que je suis dans la cour de l'école. Je ne suis pas chez moi à la maison et puis quelqu'un est venu me rapporter cela. Et j'ai vu le commandant Kipré, les éléments là venir. Et voilà. Si au moins j'étais chez moi ou bien j'étais hors du camp ou bien j'étais quelque part ailleurs et que quelqu'un me rapportait, là ce que vous dites là est raisonnable. Mais j'étais dans la cour de l'école. Je les ai vus entrer.
Maintenant, pour savoir que non, ils n'ont pas mis leur doigt dans l'encre, c'est l'autre représentant de l'autre candidat qui est sorti pour se plaindre que non, ceux-là, ils n'ont pas mis leur doigt dans l'encre. Voilà. C'est pas ce qu'on ne peut pas comprendre là. D'accord. Mais monsieur, le commandant Kipré, si j'ai bien compris, il habitait à l'ancien camp d'Aquedo, c'est ça? Bien sûr. Donc c'était normal qu'il vote là, non? Je ne conteste pas, même les autres soldats, même c'est normal qu'ils votent là. Moi, je ne sais pas où chacun s'est enregistré. Donc, je ne peux pas dire que non, c'est pas normal qu'un X vote ici ou bien Y vote là. Mais ce qui m'a attiré, moi, mon attention, c'est le fait maintenant qu'eux, ils ont refusé de mettre leur doigt dans l'encre. Parce que c'est le doigt dans l'encre, puisque l'encre-là ne quitte pas le doigt dans l'immédiat. C'est ce qui démontre partout où tu iras pour voter encore que non, tu as déjà voté. Or, c'est ce qu'eux, ils ont refusé. C'est cet acte-là que moi, je dénonce. Sinon, je ne dis pas que non, un X a voté ici, un Y a voté là-bas. Ça, moi, je n'ai pas participé à leur enrôlement, donc je ne peux pas savoir qui doit voter dans le centre de l'école primaire d'Aquedo Village ou bien qui ne doit pas voter. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dénonce, c'est le fait qu'ils ont voté et ils ont refusé de mettre leur doigt dans l'encre. Pourtant, leur vote est déjà compté. Or, le fait que le doigt n'est pas imbibé d'encre, ils peuvent encore aller voter ailleurs. Voilà ce que je dénonce. D'accord. Mais en réalité, vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée, vous ne savez pas s'ils sont allés voter ailleurs, n'est-ce pas? Non, ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais le fait que déjà, ils refusent d'imbiber leur doigt dans l'encre, ça sous-entend que ça peut être possible. Et vous êtes resté longtemps dans cette cour d'école? Mais après leur départ, effectivement, quand j'ai parlé avec le grand frère du commandant Chipré, qui était le représentant du LMP dans ce bureau de vote, je suis retourné à la maison et je suis parti chez moi. D'accord. Et l'école était dans le camp, hein, c'est ça? L'école est dans le camp, oui. D'accord. Vous avez parlé, monsieur, du sous-groupement tactique des forces terrestres. Vous vous souvenez? Bien sûr. C'était quoi les missions du sous-groupement tactique? Bon, vous savez, un militaire ne peut connaître les missions d'un groupe seulement quand lui-même il est dans le groupe. Voilà, donc, mais ce qui est sûr, le sous-groupement tactique recevait les ordres du commandant des forces terrestres. Le sous-groupement tactique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été créé depuis le général Feu Adou Akafou. Et le général Deto est venu continuer avec. C'est seulement les têtes que chaque comté a changé. D'accord. Mais ça, vous nous l'avez déjà dit, je crois. Donc, ma question est simple, c'est, alors peut-être qu'on peut la formuler un peu différemment, quel type de mission devait remplir le sous-groupement tactique? Si vous savez, vous nous dites, si vous ne savez pas, vous nous dites, je ne sais pas. À la création du sous-groupement tactique, c'était comme une force un peu spéciale. Donc, il recevait les ordres du commandant des forces terrestres. Mais je peux répondre exactement à cette question si, comme j'étais membre du sous-groupement tactique, mais je n'ai jamais été membre du sous-groupement tactique. Donc, m'arrêter là et puis dire spécifiquement quelle était leur mission, je ne peux pas mentir, je ne sais pas. D'accord. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure du coup d'État de la Mercedes noire en janvier 2001, vous vous souvenez? Oui.
À qui appartenait-elle, cette Mercedes noire? Comment le saurais-je? Je ne sais pas. D'accord. Vous avez évoqué feu le ministre Émile Bogadoudou. Oui. Quand est-il mort? Feu Émile Bogadoudou est mort dans l'attaque du 19 septembre 2002. Il a été tué par qui? Bon, là, je ne sais pas. Parce que pour désigner que quelqu'un a tué... Le juge président, un instant, veuillez ralentir, je vous prie, et veuillez observer une pause également afin de ne pas couper la parole à Maître Altit. Allez-y, allez-y. Ok, donc je dis que je ne sais pas qui l'a tué. Parce que pour savoir qui a tué qui, il faut vraiment être sur le théâtre des opérations. Donc je ne sais pas. Vous ne savez pas s'il a été tué par des assaillants? Ce que je peux répondre, c'est que c'est le jour où les assaillants ont attaqué qu'il a été tué. Mais maintenant, de ma position, désigner, c'est un Y qui l'a tué, c'est un X qui l'a tué. Je risque de m'inscrire en faux. D'accord. Quand vous vous trouviez à Bouaké, lors de l'attaque de septembre 2002 menée par les assaillants. Est-ce que le premier jour ou les jours suivants, même les semaines suivantes, les assaillants ont commis des crimes? Est-ce qu'ils ont assassiné des gens? Est-ce qu'ils ont tué des civils? Est-ce que vous pouvez nous le dire? En tout cas, dans la période où moi j'étais à Bouaké, parce que le 19 septembre, c'était une nuit d'un mercredi à jeudi. Voilà. D'abord, le matin, quand on s'est réveillé, quand on a entendu les tirs, quand on est sorti, jusqu'au petit matin, il nous était rapporté que c'était une mutinerie des Zinzins et Bayofoué. Effectivement, au milieu du jour, à l'ENSOA où je me trouvais, à l'École nationale des sous-officiers d'actifs où je me trouvais, effectivement, c'est un groupe de Zinzins et Bayofoué qui sont venus en véhicule avec un autre petit contingent qu'on appelait les Godobés. Voilà. C'est eux qui sont venus devant notre camp là, le camp où je subissais la formation là, qu'on a vu. C'est maintenant, plus tard, c'est-à-dire dans la journée, parce que ça c'était dans la journée de jeudi, vendredi, samedi. C'est samedi qu'on a vu maintenant, aujourd'hui, le colonel Kone Zakaria qui est venu et qui est parti avec le chef de corps d'alors de l'ENSOA. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais à votre connaissance, ces assaillants, ils ont commis des crimes? En tout cas, pendant que moi j'étais à Bouaké, je n'ai pas entendu de crimes particuliers commis par les assaillants. Voilà. Puisque je suis resté à Bouaké et le groupe, mes collègues d'Akwedo, c'est-à-dire du 1er BCP, du 1er bataillon, du bataillon blindé et du Baza, sont rentrés à Bouaké jusqu'au niveau de l'ENSOA dans la nuit de dimanche à lundi. Et ce qui m'a fait comprendre que c'était eux, cette nuit-là, les coups de feu que j'entendais, parce que je me suis réfugié dans le quartier Belleville 1, qui n'est pas très loin de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, chez un ami qui s'appelle Boni, qui est militaire aussi. Et à celui-là, j'ai dit vers les heures du matin que non, les coups de feu qu'on a entendus la nuit-là, je suis convaincu que c'est les militaires d'Abidjan qui sont rentrés. Donc, il faut qu'on les rejoigne. Mais tu m'accompagnes jusqu'à une certaine distance. Vous pouvez m'attendre là. Nous étions 3. Vous pouvez m'attendre là. Moi, je vais sortir vers le monastère. Quand je verrai la route, si possible, si vous ne me voyez plus revenir, donc fuyez, ça veut dire qu'on m'a tué. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que
Ça, c'est nos amis, donc on viendra vous chercher. Et c'est comme ça que je suis sorti vers le monastère, c'est-à-dire entre Kwasi-Blekro et l'Ensoa. Et effectivement, je vois une longue colonne de nos véhicules militaires qu'on appelle Vélera. Donc, j'ai tout de suite compris que c'est les militaires d'Abidjan. Donc, j'ai levé mes deux mains en l'air et je progressais maintenant vers les véhicules. Après de 300 à 400 mètres, on a commencé à me diriger avec une torche. Voilà, quand on fait signe à la torche, je vais à gauche, je vais à droite, en fonction du signe que la torche me faisait. Et effectivement, quand j'approchais, beaucoup parmi eux m'ont reconnu que ah ouais, c'est Bob. C'est comme ça que j'ai réintégré le groupe. Et je leur ai dit que non, je suis avec des amis. Mais ceux-là, ils avaient fait le grand tour pour aller passer par le lycée des jeunes filles. Et on a tous rejoint ce groupe qui est venu d'Abidjan. Voilà. D'accord. Alors, on va passer à un autre point. Vous nous avez dit hier, et je vais vous lire. Je vais lire ce que vous nous avez dit. Ce sont les transcrits français, page 182. Pardon. Donc ce sont les transcrits français d'hier, page 61. Alors je cite, et c'est une question que vous pose la représentante de l'accusation. Et je cite, donc, à part ce que vous avez fait, surtout récemment, au sein du premier BCP, avant l'élection de 2010, est-ce que vous aviez aussi une occupation dans le privé? C'est la question qu'elle vous pose. Et vous répondez, je cite, avant 2010, effectivement, on a été contacté par... Alors, c'est peut-être pas tout à fait la bonne prononciation, Monsieur Ellingan, qui était... Alors là, c'est pas très clair. Qui était le maire d'Aboissou, paix à son âme. Et effectivement, les cadres du PDCI, quand ils étaient en difficulté, ils nous faisaient signe pour qu'on les aide à se rassurer. Ou bien on les accompagnait aussi souvent dans leurs déplacements. Fin de citation. Maire d'Aboissou. Alors, vous vous souvenez avoir dit ça, monsieur? Bien sûr, oui. Attendez. Donc, pour qu'on comprenne bien ce que vous nous disiez hier, je vous pose la question, hein, c'est que vous aviez, parallèlement à vos activités militaires, mais quand on vous pose la question, est-ce que vous aviez une occupation dans le privé, vous répondez que vous aviez une occupation dans le privé qui était, si je comprends bien, un rôle de garde du corps, de façon à assurer la sécurisation ou la sécurité des réunions des membres ou des responsables du PDCI. Est-ce que c'est ça? Bon, le mot réunion, je ne l'ai pas prononcé. Je n'ai pas dit les réunions. J'ai dit, effectivement, quand mon service ne m'occupe pas et qu'il me sollicite, parce que nous sommes nombreux, je ne suis pas seul, si le jour que moi je ne suis pas de service au compte du premier BCP, effectivement, j'accompagnais ces messieurs dans leur déplacement ou bien j'allais dans leur résidence. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je n'ai pas dit que je sécurisais des réunions. D'accord. Très bien, c'est tout à fait noté. Donc, quand vous parlez de messieurs, vous parlez de responsables du PDCI, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Et vous nous dites que vous n'étiez pas seul. Donc, si l'on comprend bien, vous étiez tout un groupe de soldats de différentes unités qui assuraient ainsi la sécurité des responsables du PDCI, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, quel était le point commun entre ces soldats dont on parle maintenant, ces soldats de différentes unités? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce qu'ils avaient en commun leur engagement politique, par exemple? Bon, l'engagement politique, là, je ne peux pas vous l'affirmer. Mais réellement,
Vous savez que le soldat ivoirien, il est en difficulté. Il n'a même pas, ça dit, il ne peut même pas joindre les deux bouts du mois même. Or, ces messieurs, quand on les accompagne, ils nous donnent quelques moyens pour pouvoir combler nos vides. Donc, ce n'est pas un problème de conviction politique ou bien non, non, non. Effectivement, quand on faisait ces activités, ça nous rapportait un peu d'argent. Voilà le premier objectif même. Voilà. D'accord. Il vous payait combien? Non, ça, je ne saurais vous le dire. D'accord. You can't say or you don't remember? Le juge président, vous ne pouvez pas le dire ou vous ne vous en souvenez pas? Est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée? Un montant fixe qu'on donne. Voilà. C'est-à-dire, tu es parti faire, tu l'as accompagné. Il peut te donner 30 000 francs, il peut te donner 50 000 francs, il peut te donner 20 000 francs. Donc, on ne peut pas dire que non, voilà un montant qu'on me donne. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas le dire. Yes, and how much did you? Le juge président, et vous, combien avez-vous reçu? J'ai fait ce déplacement plusieurs fois. Donc, toutes les fois que j'ai fait le déplacement, il m'arrive d'avoir 30 000, d'avoir 50 000, d'avoir 20 000. Voilà, plusieurs fois. Donc, il n'y a pas un nombre que je détiens actuellement que je peux dire. Je l'ai fait plusieurs fois. Thank you, Maître Altit. Le juge président, merci, maître Altit. Pourquoi avoir choisi d'assurer la sécurité de responsable du PDCI et pas de responsable du FPI ou de responsable du RDR? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi-même, les responsables du PDCI ne me connaissaient pas avant. C'est par l'intermédiaire d'un journaliste que connaissait un de mes amis qui nous a présenté, parce qu'on était ensemble, qui nous a présenté à M. Elingan. C'est comme ça que cette activité a commencé. Sinon, ce n'est pas que nous, on est là pour suivre les politiciens. Non, ce n'est pas ça. Mais effectivement, on s'est engagé dans ça parce que ça nous rapportait, ça nous permettait quand même d'arrondir nos fins du mois. Voilà. D'accord. Quand avez-vous commencé votre activité de protection de ces responsables du PDCI? Ça remonte depuis, je crois, une histoire de 2004, dans la période où il y a eu les événements de l'Hôtel Ivoire. Voilà, c'est à partir de là que ça a commencé. Juste après les événements de l'Hôtel Ivoire, dans la période de 2004. Je ne sais pas si c'était en novembre, un truc comme ça, novembre ou bien décembre, voilà. C'est dans cette période-là. D'accord. Alors, je vais vous lire, monsieur, un extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, Oui. dont le numéro est le suivant. 6 VOTP 0043 04 61 R04 page 0502. Alors, on va attendre quelques secondes que tout le monde retrouve cet extrait-là. Alors, c'est au paragraphe 169. Je vais citer ce que vous disiez aux enquêteurs du bureau du procureur. D'accord, monsieur? Monsieur? Oui. Je vais lire ce que vous disiez. Oui, oui. Et je vois que vous suivez déjà ce qui est sur votre écran. Alors, je cite. Et c'est vous qui parlez. Il y a des responsables du PDCI que je connais depuis longtemps, qui étaient au Golfe pendant la crise.
En 2003, un ami journaliste, un jeune Yacouba, dont je ne me souviens pas du nom, a présenté, moi et quelques-uns de mes collègues, à Elingan Etché, le maire d'Aboisseau, qui était du PDCI. C'était pour les funérailles de la maman d'Etché qu'on a rencontré les cadres du PDCI. Ensuite, les cadres du PDCI nous appelaient s'ils avaient un problème de sécurité. Fin de citation. D'accord ? Alors, première question, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Vous nous avez parlé de 2004, ici on parle de 2003. Quelle est maintenant, à votre souvenir, la période ? Oui, mais en fait, 2003, là, je ne faisais pas de... Parce que la question que vous m'avez posée, vous m'avez demandé à quel moment j'ai commencé à faire l'émission pour eux. C'est ce que j'ai dit, c'est en 2004. Voilà. Sinon, 2003, effectivement, c'est la rencontre. D'accord. Et vous dites, à propos de ces responsables du PDCI que vous connaissez depuis longtemps, ils étaient au Golfe pendant la crise. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces responsables du PDCI qui étaient au Golfe pendant la crise ? Mais pendant la crise, le ministre Djikaoui était au Golfe. Le ministre Akaoule était au Golfe. Voilà. D'accord. Et ces ministres, ce sont les ministres que vous protégiez ? Oui, j'ai beaucoup fait des déplacements avec eux. D'accord. Donc, vous commencez votre activité de protection, vous venez de nous dire en 2004, c'est ça ? Oui. D'accord. Et si j'ai bien compris ce que vous avez dit hier, vous l'avez continué pendant la crise. C'est ça ? Non, je n'ai pas dit que j'ai continué pendant la crise. J'ai dit que pendant la crise, effectivement, quand ils se sont retrouvés au Golfe, il n'y avait plus de déplacement ni de mission particulière à faire. Donc, eux et moi, on n'avait plus de contact. C'est ce que j'ai dit hier. D'accord. Alors, je vais vous lire les transcrits français d'hier. C'est à la page 62. Et c'est à la ligne 12. Parce que la représentante de l'accusation vous a posé à peu près la même question, et je vais la citer. Alors, question. Et vous avez poursuivi cela après l'élection de 2010-2011 ou bien vous avez arrêté ? Et elle parlait de votre activité de protection, bien sûr. Et vous répondez, je cite, ligne 14, par exemple, au premier tour et au second tour des élections, effectivement, moi j'ai accompagné M. Maurice Kakou et nous étions même dans son village où nous avons eu... Alors c'est pas très clair, monsieur, parce que c'est un transcrit un peu... C'est le premier jet du transcrit, si vous voulez. Nous avons... Bon, bref, il y a eu un barrage où vous êtes descendu. Voilà, fin de citation. Mon point ici, c'est que vous avez continué au moins, pendant le premier tour des élections, à protéger les gens, n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites là, non ? Pendant le premier tour des élections, effectivement, ce n'est pas autre cadre même, c'était le ministre Djikaoui. C'est avec lui que j'étais. Pendant le premier tour et le deuxième tour. Mais après les élections, pendant les périodes de crise, parce que vous me demandez si pendant les périodes de crise, là, j'étais avec lui. C'est ce que je vous ai dit, non. En ce moment, maintenant, il s'est retrouvé au Golfe. Mais dans le déroulement des élections, je l'ai dit. Je dis oui, j'étais avec le ministre Djikaoui. Voilà. D'accord. Y compris pour le second tour ? Y compris pour le second tour. D'accord.
Et vous étiez à la fois au camp d'Aquedo et à la fois avec lui, c'est ça? Au camp d'Aquedo, je n'étais plus là parce que moi, je bénéficiais d'un repos. Donc, quand je n'ai rien à faire, je viens de temps en temps au camp. Voilà. Mais si je suis allé accompagner quelqu'un à Gagnoa, comment je peux être au camp encore? D'accord. Et on parle des élections, du jour des élections, bien sûr. Le jour des élections. Le jour des élections, c'est-à-dire, je vous situe bien. On est sorti dans la période de la campagne. Mais sinon, le jour des élections, je ne suis pas allé quelque part. La preuve, je suis venu voter. Voilà. Parce que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, mais très très rapidement, qui était le ministre Maurice Kakou-Guikaou? Quel était, alors je vais préciser ma question pour qu'elle soit plus claire, quel était son rôle lors de la campagne présidentielle de 2010? Lors de la campagne présidentielle de 2010, il était le directeur de campagne adjoint du pouvoir en place à ce moment. Alors, il était le directeur de campagne adjoint de qui? De M. Alassane Ouattara. De M. Alassane Ouattara, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Sinon du RHDP. D'accord. Est-ce que vous avez assuré la sécurité du général Ouassenan Koné? Merci. Effectivement, le général Ouassena connaît. Comme notre groupe était connu par les cadres du PDCI, quand il a été nommé coordonnateur du PNDDR, c'est ainsi pour quand même nous être reconnaissants. Il nous a tous appelés au PNDDR. Donc, on montait la garde dans sa résidence et quelques-uns dans le bureau du PNDDR. Voilà comment on peut peut-être dire que j'ai assuré sa sécurité. Voilà. D'accord. Il est devenu quoi, le général Ouassenan Koné? Il était devenu le coordonnateur du programme national PN, programme national de désarmement, de réexception, PNDDR, désarmement, démobilisation, désarmement, réinsertion. Voilà. D'accord. Il a été élu député? Il était député, oui. Député quoi? Député PDCI. Alors, vous nous avez dit hier qu'après la victoire d'Alassane Ouattara, donc après avril 2011, ce n'était plus indispensable d'assurer la protection des personnes dont vous parliez, dont nous venons encore de parler. C'est bien ça? Oui. D'accord. Sorry, could we have the l'accusation? Pourrions-nous avoir la référence? Je ne vois pas de référence au fait qu'en avril 2011, il y avait plus de besoin de protection. Je ne vois pas cela sur la transcription. Alors, bien entendu. Ce à quoi je fais référence à l'instant, c'est page 62 des transcrits français, ligne 27. Et je peux citer, ça vous gagnera du temps plutôt que de chercher éventuellement. Yes. Please. Juge président, oui, je vous en prie, faites-le. C'est le témoin qui s'exprime en réponse à votre question, chère consoeur. Aujourd'hui, ces messieurs ne se sentent plus en difficulté, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je m'occupe de mon activité de boxeur. Et si vous voulez une référence sur ce dont nous parlions juste avant, c'est un peu plus haut
je crois que je l'avais déjà donné, mais enfin je peux la redonner. C'est un peu plus haut, toujours page 62 des transcrits français, ligne 21, le témoin disait, et je cite, « Mais après, maintenant les élections, quand on a donné les résultats, effectivement, tous ces cadres, maintenant, étaient au golf, et donc nous, on était chez nous, voilà. » Fin de citation. Thank you. Monsieur le Président, merci. Alors, monsieur, je crois vous avoir posé la question tout à l'heure de savoir si vous étiez rendu au golf, il me semble, et vous m'avez dit non, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit, oui. D'accord. Alors la question, pourquoi ne pas vous être rendu au golf? Ah, mais je vous l'ai dit au commencement. Moi, j'ai près de 11 amis qui sont venus chez moi. Et ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Je ne peux pas abandonner tout ce monde-là pour aller au golf. Si je suis au golf, je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. Surtout que toutes les nuits, ça tire derrière ma maison. Si on sait que je suis au golf, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je ne suis pas allé au golf. D'accord. Étiez-vous en contact téléphonique avec l'une de vos connaissances qui se trouvait au golf? Vraiment, non. Aucun parmi eux ne peut affirmer qu'il m'a appelé ou bien que je l'ai appelé. Non. D'accord. Alors, pourtant, dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, vous avez dit, je vais citer la phrase, Oui. et je vais donner les références. Si vos TP 0043, 0461, R04, page 0502, était paragraphe 172, je cite, « Un jour, pendant la période du blocus du Golfe, le ministre Aka Aoulé m'a appelé pour que je l'aide à sortir du Golfe. Mais je n'y suis pas allé car ça m'aurait mis en danger. » D'accord. Et après, vous dites ce que vous nous avez dit à l'instant. Donc, fin de citation. Donc, vous avez reçu au moins un appel téléphonique du Golfe, Bon, n'est-ce pas? effectivement, peut-être j'avais oublié. Sinon, je ne suis pas allé au golf. Ça, c'est réel. D'accord. Est-ce que certains des militaires que vous connaissiez, peu importe leur rang, que vous connaissiez personnellement, étaient au golf? Bon, ce que je connais personnellement, parce que à la période du golf, là, il fallait y être pour savoir qui est là-bas. Donc, il m'est difficile de savoir qui était au golf, qui n'y était pas. Parce que moi-même, je ne suis pas allé là-bas. Au moins, si comme je suis allé là-bas, là, il allait savoir, ah, je connais un Y qui était là-bas, ou bien un W qui était là-bas. Mais je ne suis pas allé là-bas. Donc, comment je peux savoir s'il y a des militaires qui sont allés ou pas? D'accord. Est-ce que le nom Patrice Kouassi vous dit quelque chose? Oui, c'est un colonel. Vous le connaissiez bien? Je l'ai connu au PNDD. D'accord. Vous savez où il se trouvait pendant la crise? Juste président, veuillez ralentir, s'il vous plaît. Je vais reprendre ma question, monsieur. Savez-vous où il se trouvait pendant la crise, le colonel Patrice Kouassi? Le colonel Patrice Kouassi, il faisait partie des gens qui passaient sur l'écran de TCI. C'est comme ça que j'ai su qu'il était au golf. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que des responsables du PDCI qui se seraient trouvés au golf ou ailleurs pendant la crise
vous ont demandé d'accomplir pour eux des missions, par exemple de leur donner des informations sur les mouvements des troupes gouvernementales. Excuse me. You have the mic. Juge président, excusez-moi, il y a le micro. Commentaire qui s'adressait à la cabine anglaise. Allez-y, monsieur, vous pouvez répondre. Non, reprenez la question. Je vais répéter la question. Est-ce que des responsables du PDCI, qui se seraient trouvés pendant la crise, soit au Golfe, soit ailleurs, peu importe où, vous ont demandé d'accomplir pour eux des missions, par exemple de leur donner des informations sur les mouvements des troupes gouvernementales? Je parle de pendant la crise post-électorale. Vraiment, à ma connaissance, non. D'accord. Est-ce que des membres de la hiérarchie militaire pro-Ouattara, vous ont demandé d'accomplir pour eux des missions, par exemple de leur donner des informations sur les mouvements des troupes gouvernementales? La hiérarchie militaire de cette époque-là, je n'avais aucun contact avec eux. D'accord. Alors, on va élargir un petit peu la question. Est-ce que pendant la crise post-électorale, vous avez donné des informations quelconques à quiconque sur ce qu'il se passait au camp d'Aquedo et plus particulièrement sur ce qui se passait au premier BCP? Vraiment, je n'ai... D'abord, même dans la période de la crise, là, moi, je n'avais aucun contact avec une autorité. Hein. Voilà, ni autorité militaire du camp Ouattara, ni autorité militaire. Je n'avais aucun contact avec quelqu'un. Donc, personne ne m'a demandé de lui donner des informations ou bien des renseignements, non. D'accord. Est-ce que vous avez essayé, monsieur, de convaincre certains des militaires de votre connaissance de déserter? Bon, vraiment, je ne vois pas. Je ne sais pas à qui j'ai dit de déserter ou bien, je ne sais pas, vraiment non, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Hier, vous nous avez parlé d'un discours, je crois que vous en avez encore parlé aujourd'hui, qu'aurait tenu le commandant Mel Brice lors de la crise. Ce sont les transcrits français, page 69, à la ligne 9. Et je vais vous lire, je vais vous citer. Alors, vous dites, pendant la période des élections, le commandant du premier BCP s'appelait Monsieur commandant Mel Brice. Mais à un moment donné, quand lui, il a découvert que la situation dans laquelle nous nous trouvions là, parce qu'effectivement, toutes les villes de Côte d'Ivoire étaient déjà prises, peut-être que seulement les quelques communes d'Abidjan. Donc, quand le commandant Mel Brice a fait ce constat, il a demandé à tous les militaires du premier BCP que chacun devait rester chez lui. Fin de citation. Alors, première question, comment avez-vous appris que Mel Brice avait délivré un tel discours? C'est pas un secret, c'est un truc qui s'est déroulé à la place d'Armes. Il a demandé à tout le monde de rentrer chez lui. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé entre quatre murs pour dire que non, c'est un secret. Ce n'est pas un secret. Donc, me demander comment je le sais, mais certes, moi, je n'ai pas participé au rassemblement, mais il y a des militaires qui sont venus à Aquedo qui en ont parlé. Moi, ce n'est pas un secret. Donc, qu'on comprenne bien, vous dites, moi, je n'ai pas assisté au rassemblement. Et donc, ce sont, est-ce que je comprends bien ce que vous dites en disant,
ce sont des militaires qui ont assisté au rassemblement, qui sont ensuite allés au village d'Acuedo et vous l'ont raconté, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Ils vous l'ont raconté combien de temps après? Vous savez, quand on dit au militaire de ne plus, ça dit, on lui donne un congé, on lui donne une période de repos. Lui, ça l'arrange. Donc, c'est une nouvelle qui va vite. Voilà, le combien de temps après, bon. Sinon, c'est dans la même journée là que j'ai appris. Mais vous étiez déjà au repos Oui, moi, j'étais au repos. depuis août 2010, n'est-ce pas? Oui, moi, j'étais au repos depuis août 2010. Mhm. Je ne le cache pas. Et vous avez trouvé cet ordre normal? Mais bien sûr que oui, parce qu'il voulait préserver la vie de ces militaires-là. D'accord. Lorsque vous lui faites dire, les villes de Côte d'Ivoire étaient déjà prises, elles étaient prises par qui? Mais par ceux qui étaient frustrés de leur pouvoir, donc ils venaient prendre leur pouvoir. Et c'est qui? Les FSI. Et elles étaient prises après des combats? Comment? Ces villes, Non. elles étaient prises après des combats? Heureusement, même une raison même qui devait éclairer même tous les chefs de cette époque. Parce que les villes ne sont pas prises après des combats. Voilà, les villes étaient prises comme on ramassait de l'escargot. Donc c'est ce qui devait faire comprendre même les autres responsables de cette époque pour dire que non, la cause est déjà perdue. Donc ce que vous dites, c'est que les FDS évitaient de livrer combat. Était-ce pour, à votre connaissance, préserver la vie des personnes? Vous savez, en 2002, on a livré des combats. En 2002, il y a eu des combats qui ont été livrés. Mais en 2011, il n'y a pas eu de combat. Les villes sont prises comme si voilà, les gens avançaient tranquillement. Il n'y a pas de combat en phase 2 et puis ils venaient. Bon, je ne sais pas quel souci, je ne comprends pas bien votre question. La question est simple. Était-ce cette absence de combat parce que les responsables des FDS, les officiers généraux, si vous voulez, ou ceux qui dirigeaient sur le terrain, essayaient de préserver la vie des populations? Bon, si l'interprétation à votre niveau est ça, ça aussi on peut prendre en compte. Voilà. Mais réellement, il n'y avait pas de combat et les gars avançaient. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous savez qu'il n'y avait pas de combat, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est ça? En tout cas, je ne savais pas pourquoi. D'accord. Cet ordre du commandant Brice, disant à ses soldats, restez chez vous, ne venez plus assurer vos missions au camp et ne défendez pas le camp ou la ville, etc. C'est un ordre légal à votre avis? Monsieur l'avocat, je comprends bien, hein, vous jouez votre rôle. Mais sinon, réellement, une cause qui est perdue, vous voulez que les gens viennent se faire massacrer pour ça? À mon avis, effectivement, c'est un monsieur qui est doté d'un bon sens. Et de ma position ici même, je le remercie encore d'avoir eu cette belle idée. Juge président, Maître Altit, vous parlez d'ordre, d'instruction, mais le témoin avait dit qu'il avait demandé aux soldats de rester chez eux. Il ne leur avait pas ordonné. Il y a une différence au niveau militaire. Essayons d'éclaircir ce point et posons-lui la question. Quand vous parlez du discours de Mel Brice, monsieur, tel qu'on vous l'a rapporté, disait-il à ses soldats « Je vous ordonne de rester chez vous » ou disait-il à ses soldats «
vous pouvez rester chez vous, mais vous voyez, sans faire de vraie distinction entre vous pouvez rester chez vous. Juge président. Puis-je rappeler le fait qu'il n'était pas là? Il n'y était pas. Donc, qu'est-ce qui vous a été dit par rapport à cette source? Cette question. Oui, reformulez-la. Alors. Juge président, la question est la suivante. À votre connaissance, vous avez eu des sources qui vous ont indiqué des choses. Donc, s'agissait-il d'une instruction, d'un ordre de rester chez soi, ou bien est-ce qu'on vous demandait de le faire? Est-ce que c'était une instruction au point de vue militaire, ou bien simplement on vous disait de rester chez vous? Le commandant demandait aux militaires de rester chez eux. C'est ce qu'il a dit. Restez chez vous. Maître Altit. Maître Altit. Pendant toute cette période où vos camarades du premier BCP se battaient, et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu des morts et des blessés dans leur rang, vous n'avez jamais été réprimandé par vos supérieurs du fait que vous ne participiez à aucune mission et que vous ne participiez pas au combat? Jamais. D'accord. Les missions de protection dont on parlait tout à l'heure, vous vous souvenez? Oui. Au bénéfice des responsables du PDCI. Pour qu'on ait une idée à peu près, elles prenaient combien de temps? Elles prenaient combien de votre temps? C'était plusieurs jours par mois? C'était, je ne sais pas, un jour par semaine? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Non, ce n'est pas un déplacement de tous les jours. Peut-être il peut avoir besoin de moi pour 48 heures ou pour 24 heures. Et cela, ça peut revenir peut-être encore soit un mois après ou bien beaucoup de semaines après, voilà. Sinon, ce n'est pas quelque chose de tous les jours, non. C'est périodique, voilà. D'accord. Alors, je vous pose la question, hein. Est-ce que le code militaire ivoirien n'interdit pas ce type d'activité à des militaires d'actifs, c'est-à-dire n'interdit pas ce type d'activité non seulement pendant les heures de service, mais encore à n'importe quel moment lorsque l'on a le statut de militaire? Bon, là, ça c'est un autre débat, hein. Parce que dire que le code militaire a interdit, mais on parle d'interdit quand on t'a attrapé. Pendant que je faisais mon activité, personne ne m'a vu. Donc je ne vois pas quel interdit j'ai franchi. Voilà. D'accord. Mais si vous aviez été attrapé, vous auriez été sanctionné, c'est ce que vous nous dites, c'est ça? Oui, si on m'a attrapé, on allait me sanctionner. D'accord. Est-ce que vous avez prévenu vos chefs de ce que vous assuriez une activité de protection politique?
dire que de rendre compte à mes chefs. Je viens vous dire, vous venez de me demander si l'activité est légale. Je vous ai dit non. Mais comment voulez-vous encore que je demande une permission à un chef? D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure du commando invisible. Je passe à un autre sujet, du commando invisible. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous savez, quand le commando invisible s'est mis à attaquer, vous nous avez dit tout à l'heure qu'il attaquait les militaires ou les policiers ou les gendarmes, est-ce que vous savez quand le commando invisible s'est mis à attaquer, à partir de quelle date ou de quelle période? Bon, le mot commando invisible est arrivé à Abidjan, je crois, après les élections, le deuxième tour des élections. Voilà. Mais je ne peux pas connaître la date exacte. Mais je sais que c'est après le deuxième tour des élections, après la proclamation, je pense, des résultats du deuxième tour. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, je crois, que le premier BCP, vous me dites, hein, je parle de mémoire, que le premier BCP avait parmi ses missions la protection de l'antenne de la RTI d'Abobo, c'est ça? Non, j'ai dit, le premier BCP dans ses missions avait un poste devant la mairie d'Abobo, Unicafé. D'accord. Et au monastère, côté Abobo Baoulé, puis maintenant Anyama Azadie. Mais Anyama Azadie même a été supprimé à un moment donné. Voilà, donc c'était Abobo, comment on appelle, au rond-point devant la mairie. D'accord. Pas à l'antenne de la RTI. Bon, l'antenne de la RTI ici, ça s'est ajouté au service parce que je vous ai dit, à un moment donné, moi, je ne participais plus au service. Voilà. Donc, si l'antenne de la RTI s'est ajoutée, ça, c'est peut-être après moi. D'accord. Je vous demande une seconde, hein, monsieur le témoin. Je suis à votre disposition. Alors, je reviens un instant sur quelque chose que vous nous avez dit tout à l'heure, à propos de votre présence à Bouaké en septembre 2002. Est-ce que vous vous souvenez si, quelque temps après, il y a eu un massacre de familles de gendarmes? Bon, dans la période où, parce que pratiquement, moi, j'ai fait que jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, j'ai rejoint le groupe qui est venu d'Abidjan. Et quand on a combattu jusqu'à 17h et plus, à l'époque, commandant Deto Leto a lancé un repli. Il a demandé un repli parce qu'il a constaté qu'on était en manque de munitions.
Et ce repli, on s'est retrouvé à Daoukro. Voilà. Et de là, donc, dire que dans la période où moi j'étais à Bouaké, là, vraiment, je n'ai pas eu connaissance d'un massacre de famille de gendarmes. Ça, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, il me semble vous avoir posé la question, mais je ne suis plus très sûr. Vous me pardonnez, je vais vous la poser peut-être de manière différente. Le chef de ceux qui vous ont attaqué quand vous étiez à Bouaké, le chef des assaillants ou des attaquants, est-ce que vous connaissez son nom? Mais à cette époque, je vous ai dit que d'abord, on nous disait que c'était une mutinerie des Zinzins et Bayefoué. Donc vous ne connaissez pas son nom? Non, je ne connais pas son nom. D'accord. Alors, nous allons lire un extrait de votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est le numéro CIVOTP 0043 04 61 R04, page 04 69. Et c'est au paragraphe 29. On attend quelques secondes que le texte s'affiche et je vais lire ce que vous leur avez dit, d'accord? Alors, je vais citer. Et c'est vous qui parlez, monsieur. Comme j'ai mentionné plus haut le 18 septembre 2002, j'étais à l'ENSOA de Bouaké lorsque la crise a éclaté. Il y avait des militaires du Nord qui avaient déserté l'armée après la victoire de Gbagbo en 2000 et qui ont réapparu au début de ce conflit en septembre 2002. Par exemple, Koné Zakaria est venu à l'ENSOA en septembre 2002. Il a parlé aux stagiaires militaires pour nous rassurer que lui et ses éléments ne sont pas là contre nous. Ensuite, c'est lui et ses éléments qui ont pris la ville de Bouaké. Fin de citation. Donc, à ce moment-là, si je comprends bien ce que vous dites, vous vous souvenez très bien qui dirige les rebelles dans la zone, c'est Koné Zakaria. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Bon, je ne peux pas le désigner comme celui qui dirige le groupe qui a attaqué. Dans mes propos, là, c'est pas, je ne le désigne pas comme le chef. Vous me demandez qui est le chef de ceux qui ont attaqué. Dans mes propos, là, je ne le désigne pas comme chef. J'ai dit c'est celui qui est venu vers nous à l'ENSOA. Je n'ai pas dit qu'il était le chef. Mais il était à la tête d'un petit groupe qui est venu. Voilà, donc c'est de ce petit groupe-là que je parle. Je n'ai pas dit qu'il était le chef de ceux qui ont attaqué Bouaké. D'accord. Pour qu'on soit bien clair, hein, quand vous dites, et je cite, « Ensuite, c'est lui et ses éléments qui ont pris la ville de Bouaké », fin de citation, ça ne veut pas dire que c'est lui le chef des éléments qui ont pris la ville de Bouaké. Bon, je ne sais pas si... Parce que la ville de Bouaké, lui et les éléments avec lesquels il est venu à l'ENSOA, là, il ne peut pas prendre toute la ville de Bouaké. Donc je ne peux pas le désigner comme le chef de ceux qui ont pris la ville de Bouaké. Mais je dis bien que c'est lui qui est venu vers nous, à l'ENSOA. J'ai dit ça même ce matin encore même. Voilà. Je ne le désigne pas comme le chef de ceux qui ont pris la ville de Bouaké. D'accord. C'est un chef d'Ozo, Koné Zakaria? Koné Zakaria, c'est ma classe. C'est un militaire du contingent 87 2A. Ce n'est pas un chef d'Ozo. D'accord. Vous le connaissiez d'avant? Je le connais avant. Je dis bien que c'est ma classe. Nous avons fait la FCB ensemble. D'accord. Et vous êtes resté en contact après? Non, après la formation, chacun a été affecté dans une unité différente. Mais quand on se voit, l'amitié reste. D'accord.
Alors, monsieur, on va passer à un autre sujet. Vous nous avez expliqué hier qu'avant l'élection du président Gbagbo, le pouvoir était tenu par un comité de salut public, c'est bien ça? Oui. D'accord. Le comité de salut public, il était composé de qui? Je ne veux pas connaître tous les noms. Je veux savoir si c'était des militaires, des civils. C'était qui? Bon. Soyez un peu plus clair dans la question. Parce que le comité de salut public a formé un gouvernement. Je ne sais pas si c'est de ça il s'agit ou bien... Donc, posez-moi bien la question. Bon, alors à ce moment-là, on va procéder par ordre. Ce comité de salut public, quand prend-il le pouvoir? Quand ils ont pris le pouvoir, vous me demandez. Quand? Ils ont pris le pouvoir le 25 décembre 1999. D'accord. Ils ont pris le pouvoir à qui? Qui est-ce qui tenait le pouvoir avant le 25 décembre 1999? C'est M. Henri Konan Bédié. D'accord. Et lui, Henri Konan Bédié, c'était le président, c'est ça? Oui, il était le président de la République. Il avait été élu? Oui, il avait été élu en 1995. D'accord. Donc, pour être clair, je vous pose la question, ce dont on parle là, est-ce que c'est un coup d'État militaire? Oui, c'était un coup d'État militaire. D'accord. Et vous, vous avez participé? Non. D'accord. Est-ce que vous avez soutenu le comité de salut public? Oui, mais je suis un soldat, donc mes chefs sont devant une action. Effectivement, je suis les ordres qu'ils donnent. Donc, je travaillais comme tout le monde. J'étais sous les ordres comme tout le monde. Qu'on comprenne bien, vos chefs étaient favorables au comité de salut public? Le comité de salut public, c'était une action militaire. Même que tu ne sois plus favorable, mais ça s'impose à toi, donc tu seras favorable. Qui dirigeait le comité de salut public? C'est le général Robert Guy. D'accord. Ensuite, est-ce que vous avez participé à une mutinerie dans les semaines ou les mois suivants? Oui, effectivement, j'ai participé à une mutinerie le 4 et 5 juillet 2000. Quel était l'objectif de la mutinerie? L'objectif de la mutinerie était que une promesse nous avait été faite. Puisque, en réalité, le militaire ivoirien, il rencontre beaucoup de problèmes. Certes, quand on le voit habillé dans la tenue, on pense qu'il est à l'aise, mais en réalité, il souffre. Donc, une somme de 6 millions nous avait été promise. Et effectivement, on entendait dans les coulisses que non, ceux qui sont auprès du général ont reçu. Voilà. Donc, c'est comme ça, on a organisé la mutinerie pour exiger qu'on nous donne aussi pour nous. Voilà. D'accord. Et donc, si je comprends bien, c'est l'élection du président Gbagbo, avec le retour au pouvoir d'un civil élu, qui a mis fin à cette parenthèse militaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vraiment, je crois que je ne sais pas de quelle parenthèse vous parlez exactement. Voilà, reposez bien la question. Alors, je vais reformuler pour être clair. Voilà. Le comité de salut public, émanation d'un coup d'État militaire, prend le pouvoir le 25 décembre 1999, c'est ça? Oui. D'accord. Et garde le pouvoir, vous m'arrêtez si je me trompe, jusqu'à l'élection du président Gbagbo, c'est ça? Oui. Oui? Je ne vous entends pas, pardon. Bon, effectivement, parce que le président Gbagbo lui-même, il a dit que non, lui, il a obtenu ce pouvoir-là dans des conditions calamiteuses. Ça, ce sont ses propres propos. Essayez de répondre à la question, si vous voulez bien. Donc, les militaires, et c'est une question que je vous pose, les militaires ont conservé le pouvoir
jusqu'à l'élection du président Gbagbo. Est-ce que c'est juste? Oui. Juste D'accord. après le comité de salut public, c'est M. Gbagbo qui a pris le pouvoir. D'accord. En tant que militaire, vous, est-ce que vous avez regretté la fin du pouvoir des militaires? Bon. Un regret, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir regretté. Je ne sais pas où j'ai mentionné que j'ai regretté, mais je n'ai jamais regretté. Vous voyez, une seconde, s'il vous plaît. Vous voyez, on essaie de bien comprendre. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que vous avez dit hier. Je vais vous citer. C'est au transcrit français, page 85, ligne 8. Et vous dites: oui, oui, mais c'est-à-dire, et c'est vous qui parlez, hein, oui, mais c'est-à-dire en 2000, avant que M. Gbagbo ne prenne le pouvoir était tenu par le comité de salut public. Quand M. Gbagbo a dit « j'ai gagné » et que tout le peuple sourdit effectivement, alors vous nous pardonnez, hein, il y a des petites erreurs de temps en temps, les militaires que nous étions, on a quitté l'espace. Les militaires que nous étions, on a quitté l'espace. Donc eux, là, quand ils sont arrivés maintenant là, nous, on n'est rien devant eux. C'est ce qu'ils voulaient nous faire comprendre. Fin de citation. Et vous parlez de nouvelles recrues. Donc, il semblait bien, quand vous disiez ça, et c'est ma question, que d'une certaine manière, il y avait une sorte de, comment dirais-je, d'antagonisme entre militaires anciens qui avaient soutenu le coup d'État et nouveaux militaires qui étaient plutôt en faveur d'un pouvoir civil. Est-ce que c'est juste? Non. Non. Non, ne me prêtez pas ça. Dites-nous, est-ce qu'il n'y avait pas une forme d'antagonisme comme ça? Ce que je voulais dire, voilà. Les jeunes recrues du contingent Blé Goûté, quand ils ont été recrutés, effectivement, ils n'avaient pas du respect pour les anciens que nous sommes. Oui. Parce que pour eux, c'est parce que nous sommes incapables que eux, on les a recrutés. Voilà où je voulais en venir. Sinon, il n'y a pas d'animosité véritable entre nous. D'accord. Et vous nous avez dit aussi hier que les nouvelles recrues, on parle de 2003, hein, que les nouvelles recrues n'étaient pas de bonnes recrues, si je puis dire, c'est moi qui de bonnes recrues, puisque il y en avait parmi elles qui étaient handicapées, il y en avait qui avaient seulement un œil, etc. Quels autres handicaps avez-vous pu remarquer? Non, mais les deux éléments déjà que vous avez soulignés sont des handicaps qui rendent un militaire inapte à être recruté. Donc c'est suffisant. D'accord. Et vous avez ajouté, certains avaient un pied plus long que l'autre, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous avez fait toute votre carrière dans l'armée. Et si j'ai bien compris, vous êtes entré dans l'armée en 89, c'est ça? Oui, le 4 janvier 89. Vous avez été nommé sergent en 2005. Oui. Oui. Et sergent-chef en 2012. Oui. Est-ce que vous qualifieriez votre carrière
est-ce que c'est une carrière normale? Est-ce que ça correspond aux critères habituels dans l'armée ivoirienne? Est-ce que le développement de votre carrière correspond au développement de carrières semblables chez vos confrères? Vraiment non, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les chefs. Et chaque fois que tu es puni, ça te met en retard de 3 ans. C'est pourquoi. Sinon, déjà en 90, à 1 an de service, j'avais déjà fait le stage de caporal. Mais à cause d'une punition, j'ai été nommé jusqu'en 94. Voilà. Donc, effectivement, ma carrière m'a aidé beaucoup de punitions. Donc, effectivement, c'est pourquoi que jusqu'à ce jour, je suis sergent-chef. Sinon, j'ai les diplômes qu'il faut pour pouvoir avoir le grade. D'accord. Est-ce que votre participation à la mutinerie dont on parlait il n'y a pas longtemps a contribué à freiner votre carrière? Beaucoup même. Cette mutinerie, après, quand la mutinerie est finie, j'ai été arrêté par les responsables du comité du salut public. Et même, ce qui m'a sauvé, c'est mon... Parce que en Côte d'Ivoire, il y a une alliance entre l'ethnie Gouro et l'ethnie Yakuba. Et aussi, dans la période où je faisais la boxe, le général Gueye, il était chef d'état-major. Donc, il assistait beaucoup au combat, à ces championnats militaires. Donc, c'est ce qui m'a un peu sauvé. Sinon, je serais passé à la poudrière. Voilà. Donc, quand je suis arrivé devant lui, il dit « Ah, champion, c'est toi ?» Donc, ça a atténué un peu ma situation. D'accord. Donc, vous avez bénéficié, en quelque sorte, de l'attention du général Gueye, oui, d'un côté. Est-ce que de l'autre côté, quelqu'un a freiné votre carrière? Oui. Qui ça? Il est devenu colonel-major, je ne sais pas s'il est à la retraite, s'il est là encore, Kouloubla. Effectivement, en 2001, j'étais à un barrage au corridor de GESCO. En ce moment, je fumais encore la cigarette. Donc, après ma faction, il pouvait être 1h du matin par là. J'ai dit au chef de poste, qu'on appelait Trojan, il était sergent-chef à cette époque, moi j'étais caporal. Je lui ai dit, bon chef, comme moi je n'ai pas sommeil, je vais chercher un endroit pour trouver de la cigarette pour fumer. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit, dans le marché de GESCO, il y a un maquis qui est toujours ouvert et il y a un vendeur de cigarettes là-bas. Donc j'ai pris mon arme et je me suis dirigé vers là-bas. Chemin faisant, j'ai trouvé 4 policiers qui étaient juste dans le tournant de la route. Bon, de façon polie, je les ai salués. Mais personne n'a fait attention à mon salut parce que juste derrière moi arrivait un gros camion de charbon qu'ils doivent contrôler parce qu'ils doivent attraper quelque chose. Voilà, de l'argent dedans. Donc, personne n'a fait attention à mon salut. Moi, j'ai continué mon chemin. Quand j'ai acheté mes cigarettes, je revenais. Le camion aussi m'a dépassé. J'arrive maintenant à leur niveau. Il y a un qui vient vers moi. Mais toi, tu cherches quoi, toi seul, avec ton arme? Je ne me suis pas occupé de lui. Je voulais continuer mon chemin. Il est passé encore devant moi. Donc, j'ai frappé mon chargeur et j'ai tiré le levier. Donc, ça fait 2 bruits. Et ça les a effrayés. Et ils ont fui. Donc, je leur ai dit, bon, moi, je suis au corridor. Quand je suis arrivé, j'ai rendu compte au chef Trojan que non, voilà où je suis allé acheter ma cigarette, voilà ce que j'ai eu comme problème. Donc, de là, j'ai rejoint le Mirador. Je suis allé en haut, sur le Mirador. Donc, quand ces policiers sont arrivés, ils ont causé avec le chef. Or, l'objectif du compte rendu, c'est que quand les plaignants vont venir, le chef sache ce qu'il va dire. Et de là-bas, maintenant, j'entends, non, c'est un bandit, c'est un drogué. Et je regarde, effectivement, je vois les policiers, donc je suis descendu. Alors, ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai fait le même geste que j'ai fait, et les policiers, là, sont montés dans leur voiture, ils sont venus. Ils sont partis ou ils sont quittés.
Donc le lendemain, le chef Trojan, quand on est arrivé au camp, il a rendu compte au commandant, parce qu'il était commandant, Kouloubla Dakouri. Donc quand il lui a rendu compte, le commandant, au lieu de chercher à m'écouter, automatiquement il m'a porté une punition. Donc moi, ça ne m'a pas plu. Et je lui ai dit non, c'est injuste de sa part de me punir de la sorte parce qu'il devait d'abord m'écouter, même si le chef lui a rendu compte. Parce que c'est moi qui ai subi l'action. Si comme que ces policiers-là avaient réussi à m'attraper et me mettre dans leur véhicule pour venir me déposer devant le chef, est-ce qu'il ne serait pas humilié? Bon, et cela, ça m'a valu une punition. Et c'est ainsi que j'ai grouillé pour quitter le bazar pour venir à l'UCS. Voilà. Et cette punition m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. D'accord. J'ai même omis un détail. Voilà, cette punition même, et c'était terminé par une radiation. Le papier, même si j'avais su qu'on allait me poser cette question, je serais venu avec. La radiation avait déjà été signée par le général Doué Mathias. Ce qui m'a sauvé, c'est le 19 septembre qui a fait que je n'ai pas pu être radié. Sinon, je ne ferais plus partie de l'effectif de l'armée. D'accord. Alors, jusqu'à quand Brismel est-il resté en fonction au premier BCP? Bon, parce que Brismel, il était d'abord l'adjoint du commandant Toali. Quand il est venu du 2e bataillon, il était venu d'abord comme commandant en second, adjoint du commandant Toali. Et c'est dans cette position, quand le commandant Toali a eu des problèmes avec son homologue officier capitaine Brou, et qu'il y a eu le coup de pied qu'on a titularisé Brice. Maintenant, bon, sa période-là, je ne peux pas trop la définir. Parce qu'il était là d'abord comme adjoint, avant d'être maintenant premier responsable. D'accord. Mais jusqu'à quand est-il resté premier responsable? Est-ce que vous vous souvenez? Plus ou moins. Jusqu'au jour où il a demandé, même après 2011, il est resté là un peu d'abord, avant que quelqu'un d'autre ne prenne sa place. D'accord. Et le quelqu'un d'autre, c'était qui? Voilà, le colonel Wassena Jean-Hubert. D'accord. C'était le fils de qui, Jean-Hubert Wassena? Jean-Hubert Wassena est le fils du général Wassena. D'accord. Et qui était le commandant en second du premier BCP à cette période-là? Vraiment, Sinon, dans la période où le commandant Brice était chef de corps, c'était le capitaine Tendé Gabin. Le capitaine quoi? Tendé Gabin. Voilà. Donc, quand on a nommé le colonel Jean Hubert, son adjoint était d'abord commandant Djarasouba. Maintenant, commandant Djarasouba a été promis chef de corps au 2e bataillon. Je ne sais pas si je confonds le nom Djarasouba ou Doumbia. Voilà. Maintenant, après lui, moi, en ce moment précis, j'ai été maintenant affecté en 2013 au camp Gallieni, au BCS, où je suis présentement. Mais avant ça, est-ce que si je vous dis Gaoussou Kone, alias Jagao, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est ça. Ça, c'est... Mais en ce moment, moi, j'étais déjà au PCS, effectivement. Jagao a été... Il était basé à Bobo, mais il faisait fi de commandant en second du premier BCP. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Et qui était-il? Est-ce que vous le savez? Quelles avaient été ses activités précédentes? C'est sa activité précédente, préciser la période.
avant la victoire d'Alassane Ouattara, que faisait-il? Eh ben, il faisait partie de ceux des FSI. Il était un élément des FSI. D'accord. Sinon, des forces nouvelles, des forces, forces armées, des forces nouvelles. D'accord. C'était un comme zone? Oui, il était comme zone. Il devait être dans la zone de Touba ou bien au Djéné, mais je ne peux pas préciser. Il a été accusé de crime? Il est? A-t-il été accusé de crime? Bon, là, je ne sais pas. A-t-il participé au coup d'État contre le président Bédié en 1999? Oui, il était militaire. Bon, dire qu'il a participé, je ne peux pas le désigner comme ça. Voilà, mais il était militaire à cette époque. D'accord. Qui est le commandant du premier BCP depuis janvier 2017, si vous le savez? Janvier 2017. Depuis janvier dernier, récemment. Oui, c'est le colonel Chérif Ousmane. C'est un comme zone? Oui, c'est un comme zone. Il a été accusé de crime? Bon, là, je ne sais pas. Et qui dirige le CCAS aujourd'hui? CCAS de où? CCAS de quelle unité? Parce que CCAS, c'est une compagnie d'une unité. Voilà. Celle qui est attachée au premier BCP. Bon, là, je ne sais pas parce que bon, moi, je suis loin du premier BCP aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. D'accord. Alors, Monsieur le Président, j'en ai encore pour une douzaine de minutes. 15 minutes au maximum. Le Président. Je pense qu'on peut poursuivre encore pour 15 minutes. Oui, on dirait que oui. Comme ça, nous en aurons terminé avec la défense de M. Gbagbo. Allez-y, poursuivez. Et plutôt 12 minutes que 15, si possible. Merci. Alors, monsieur, on passe à autre chose. De quand date votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur? Vraiment, je crois que c'est en 2013. Hein. 2013, hein? Je crois. Parce que j'étais au camp et j'ai reçu une convocation du tribunal militaire. Voilà. Parce que c'est pas comme que moi je me suis levé parce que je sais beaucoup de choses et puis je suis allé. Non. J'étais au camp et j'ai reçu une convocation du tribunal militaire. Je crois que c'est en 2012 ou 2013. Voilà, c'est par là. Et j'ai reçu une convocation du tribunal militaire. Ça mentionnait seulement Balobi. Et quand le commandement a reçu la convocation, ils ont dit que Balobi, là, il n'y a pas autre, c'est toi. Parce que l'autre frère, lui, c'est Bolobi. Or, c'est bien écrit là, Balobi. Or, toi, ton nom, c'est Bolibi Balo. Donc, les gens peuvent avoir inversé le bi. Donc, c'est pour toi, il faut y aller. Et je suis allé au tribunal militaire. J'ai été reçu par le magistrat qu'on appelait capitaine Dosso. Je lui ai dit non, le nom là, c'est pas comme ça, moi, mon nom s'écrit. Il m'a dit non, c'est toi. Et il a fait sortir des éléments qui attestaient que c'est moi. Maintenant, je lui ai demandé, mais qui lui a donné mon nom? Il n'a jamais voulu me le dire. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça. D'accord. Et c'est peu après, je suppose, que vous avez eu le contact avec les gens du bureau du procureur, c'est ça? C'est ça même. D'accord. Et vous les avez vus combien de fois? Bon, je les ai vus beaucoup de fois. Je ne peux pas compter le nombre de fois. Je les ai vus beaucoup de fois. Alors, à peu près, qu'on ait une idée. Non, vraiment, je ne peux pas. Je les ai vus beaucoup de fois. Voilà, je les ai vus beaucoup de fois. D'accord. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, je crois, ça doit être en 2017 là, où ils sont venus me dire que bientôt, je vais comparaître devant la Cour
pénal international. C'était dans cette année 2017, là, je crois. Voilà, c'est la dernière fois. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce sont les gens du tribunal qui ont demandé à vos supérieurs de vous envoyer les voix, les gens du tribunal, puis qui ont prévenu le bureau du procureur près de la Cour pénale internationale que vous étiez là, disponible pour leur répondre. C'est ça? Bon, moi, je ne sais pas. Ça, c'est les détails que moi, je ne cherche pas à vérifier. Je suis arrivé dans le bureau du capitaine. Il m'a dit non, va à porte numéro tant. Il y a des gens là-bas qui t'attendent. Quand je suis arrivé, je me suis mis au garde à vous, je me suis annoncé. Voilà. Eux aussi, ils se sont annoncés que non, eux ils sont les responsables du bureau des procureurs. Et que non, eux, ils ont le devoir de me poser des questions. Je leur ai dit, je suis à votre disposition. Et c'est comme ça. D'accord. Vous voulez dire que l'entretien a eu lieu à la base militaire, c'est ça? Non. Notre premier entretien a eu lieu au tribunal militaire. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous a fait des promesses pour vous encourager à coopérer avec le bureau du procureur? Vraiment non. Par exemple, est-ce que vous avez signé un accord vous promettant que vous ne seriez pas poursuivi si vous coopériez avec le procureur? Ils m'ont dit oui, ma sécurité sera garantie au cas où j'ai des problèmes. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu de l'argent du bureau du procureur? S'ils sont venus me donner de l'argent, je n'ai pas reçu d'argent de leur part. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut passer très rapidement en session à huis clos partiel? Le juge président. Passons à huis clos partiel, je vous prie, monsieur le greffier d'audience.
Le juge président, un instant. We're back in open session, Mr. President. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le juge président, maître Altit. Alors, monsieur, est-ce que vous avez discuté de votre témoignage devant la Cour avec votre hiérarchie avant de venir à La Haye? Vous savez que je suis militaire, je ne peux pas sortir comme ça. Ça veut dire oui? Discuter, c'est un peu trop dit, mais ceux qui ont besoin de moi à la Cour ici ont tout mis en œuvre pour que je puisse être là. No, excuse me. Le juge président, excusez-moi. Avez-vous discuté du fond de votre témoignage avec qui que ce soit, à savoir avec votre hiérarchie dans ce cas-là? Mon chef direct, je lui ai dit que je viens à La Haye. Je lui ai dit, le colonel Doumbia Daouda, je lui ai dit. OK. D'accord. Le juge président, d'accord. Témoin potentiel au bureau du procureur. Est-ce que vous avez donné d'autres noms de témoins potentiels au bureau du procureur? Bon. Quand je parle, je cite des noms. Voilà, je cite des noms. Maintenant, je ne sais pas si ils ont pris ces noms pour faire d'eux des témoins là, je ne sais pas. Sinon, quand je parle, quand il y a des noms à citer, je cite des noms. Mais sinon, je n'ai pas donné un nom spécifique pour dire non, allez-y chercher tel pour être témoin. Mais je cite des noms quand je parle. Merci. Une question un peu différente, monsieur. On a parlé beaucoup de différents contingents dans l'armée, de l'état d'esprit des soldats, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Il y a eu des mutineries récemment dans l'armée ivoirienne. Pourquoi il y a eu des mutineries? Vous pouvez nous le dire? Je peux vous le dire. Mais rapidement, s'il vous plaît. Oui. L'argent que M. Gbagbo, nous, il ne nous a pas donné pour nous, là. C'est pour eux qu'ils ont réclamé. Qui a réclamé? Mais les anciens FAFN, là. Pour qu'on comprenne bien, les FAFN, c'était les anciens rebelles, c'est ça? Bon, moi, je refuse d'utiliser ce mot-là. Alors, d'accord. Est-ce que si j'utilise le mot pro-Ouattara, c'est mieux? Mais pourquoi vous ne voulez pas utiliser le mot qui est militaire? Pour qu'on comprenne bien qui est qui. Donc, les anciens FAFN, c'était les anciennes FRCI? FRCI, c'est un mot qui englobait et FDS et FAFN. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'ils voulaient? Non, l'argent que M. Gbagbo n'a pas donné pour nous, là, c'est pour eux qu'ils réclamaient. Voilà, c'est pour eux. M. Gbagbo, nous, il nous a dit qu'on n'a pas gagné la guerre. Donc, il ne nous a pas donné pour nous. Et pour eux, là, c'est ce qu'ils ont réclamé et ils ont eu. Alors, attendez, monsieur. Qu'on comprenne bien ce que vous dites. C'est que les anciens FAFN, FRCI, pro-Ouattara, enfin peu importe comment on les appelle, ont réclamé de l'argent de qui? Du gouvernement? Moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. Bon. Ils ont réclamé de l'argent, c'est ça? Oui. Et ils l'ont obtenu? Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est un. Et ce que vous nous dites, c'est que les anciens soldats de l'armée gouvernementale, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas FAFN, pas FRC, eux, ils n'ont rien obtenu, c'est ça? Oui. D'accord. Bon. Merci. Monsieur le Président, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et monsieur le témoin, merci de votre obligeance et d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous remercie. Pas de quoi? Thank you. Le juge président, merci. Cela met un terme au contre-interrogatoire par l'équipe de la défense de M. Gbagbo. Nous reprendrons par conséquent demain matin à 9h30 avec le contre-interrogatoire mené par l'équipe de la défense de M. Blegoudé. Voilà, l'audience est levée jusqu'à demain matin. Nous nous retrouverons à 9h30.